Et voici maintenant les Gens. Toi aussi, tu es peut-être un Gens. Les Gens, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du harcèlement et de la liberté de disposer de son corps pour la femme. D'abord, on va définir ces deux notions. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et ou psychologique. Ensuite, la liberté de disposer de son corps se définit comme le fait d'être le seul maître de son corps et d'avoir le pouvoir de le protéger. Selon Ipsos, en France, aujourd'hui 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Dans le journal du Figaro, le jeudi 24 septembre 2020, on apprend qu'une jeune fille du nom d'Elisabeth, étudiant à Strasbourg, âgée de 22 ans, a été insultée et agressée dans la rue. Voici le témoignage. Regarde cette pute en jupe, Avait dit l'un des garçons. Elle se permet de répondre. Pardon? Là, un lui répond. Ta gueule, salope, et tu baisses les yeux et tu te tais. Deux l'attrapent, chacun par un bras, et le troisième lui donne un coup de poing au visage. Selon la jeune femme, aucun des témoins de l'agression ne lui a proposé son aide, ni appelé les secours. Comme si personne n'avait rien vu. A-t-elle dit. Son témoignage nous rappelle que le harcèlement, les agressions sexistes et sexuelles envers les femmes existent toujours. Gabriel Attal, un porte-parole du gouvernement, a réagi à cette agression au Conseil des ministres le mercredi suivant l'agression. France, on doit pouvoir sortir habillé dans la rue comme on veut. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, une femme se sente en danger soit harcelée, menacée ou frappée en raison de sa tenue. D'après l'enquête de Statista que nous avons analysée, on dit qu'en France, en 2024, on estime que plus de la moitié des femmes de plus de 18 ans ont été sifflées dans la rue et près de la moitié ont aussi été agressées verbalement, et même si seulement 12 à 20% d'entre elles ont été agressées physiquement, ce pourcentage est déjà trop élevé. D'après la loi 16.1 du Code civil, chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Avoir la maîtrise de son corps signifie avoir la maîtrise de soi-même, la maîtrise de sa vie, dans toutes les dimensions que celle-ci peut prendre. Pour nous, cette liberté est malheureusement trop souvent oubliée. Certaines femmes aujourd'hui en France sont insultées, agressées, violées à cause de leur tenue dite provocatrice. Pourtant, chacun a droit au respect de son corps, alors respectez celui de la femme. Protéger vos filles c'est bien, mais éduquer vos filles c'est encore mieux. Merci. Parole de jeunes. Depuis des dizaines d'années, les femmes luttent pour leur liberté. Au cours des années, de nombreuses femmes sont devenues des héroïnes des droits féminins. Qui sont ces femmes et quels changements ont-elles apporté dans leur combat? Prenons l'exemple d'abord de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi est née le 27 juillet 1927 en Tunisie. Militante féministe, femme politique franco-tunisienne, elle a été avocate notamment au procès de Bobigny. De nombreux procès ont amené le monde et la société à évoluer. Le procès de Bobigny en fait partie. En octobre et novembre 1972, 5 femmes sont jugées pour avoir procédé à l'avortement, dont une suite à un viol. Gisèle Halimi, avocate de ces femmes durant le procès, réussit à faire acquitter 3 d'entre elles. Ce procès servira à appuyer la loi Veil de 1975 autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 en laissant derrière elle des femmes déterminées à être libres. Elle a laissé aux femmes de nombreux conseils, notamment celui-ci. Et je dis aux femmes 3 choses. Votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui atteintent à votre dignité. Ne vous résignez jamais. D'autres figures féminines viennent et laissent leur nom dans le cœur des femmes à travers les années. Simone Veil est née le 13 juillet 1927. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle est déportée à Auschwitz. Veil fait des études de droit et devient avocate en 1956. Le 17 janvier 1974, elle légalise l'avortement grâce à la loi qui portera son nom. Elle a mené sa vie à se battre pour ses droits et ceux des autres femmes. Simone Veil a été la première femme présidente du Parlement européen de 1979. Elle est entrée au Panthéon en 2018. Simone Veil a ouvert des portes pour les femmes en politique et a laissé une empreinte durable. Dans l'un de ses discours, elle prononce la phrase suivante. « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » L'histoire a été marquée par ces femmes et beaucoup d'autres. Nous sommes amenés à nous demander quels héritages ces figures ont laissés. Alors nous sommes partis questionner les lycéens d'Annemasse afin de savoir ce que pensaient-ils de l'IVG.
Que savez-vous sur l'IVG ? C'est une interruption volontaire de grossesse et que c'est un droit important pour les femmes pour qu'elles puissent être libres de leur corps. C'est l'interruption volontaire de grossesse, il y a la médicamenteuse et la chirurgicale et le concept c'est d'arrêter la grossesse avant les 3 mois de grossesse. Alors je sais que l'IVG c'est un moyen d'avortement et je sais qu'il y a plusieurs façons d'avorter comme la pilule. Je sais que c'est un mouvement qui bouge beaucoup en ce moment. Alors pour le coup je sais pas grand chose malheureusement sur l'IVG. Selon vous, l'avortement est-il un sujet tabou et pourquoi ? Non, je pense qu'il faut en parler parce qu'il y en a qui le font sans protection et après il y a des conséquences irréversibles comme un enfant. Oui, je pense que c'est un sujet tabou pour certaines personnes parce que du coup ce serait ôter la vie à un enfant, mais aussi en fait faut penser à la mère qui porte l'enfant, comme quoi des fois elle peut pas forcément l'assumer. Pour moi ça devrait pas être un sujet tabou, même si pour certains ça l'est. Je pense qu'on devrait en parler plus souvent et même faire passer beaucoup plus de messages. Pour moi c'est pas du tout un sujet tabou, parce que c'est tout à fait normal. Depuis 2024, l'Assemblée nationale a pour projet d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est le choix d'une personne. Je trouve que c'est une très bonne chose et que ça permettra de faire bouger les choses dans certains cas aussi. Je pense que c'est une très bonne idée et que comme j'ai dit précédemment, il fallait se battre pour nos droits et pas que les femmes, il faut que les hommes aussi s'unissent pour ce droit-là. Parole de jeunes. Nous allons vous parler des discriminations croisées qui touchent une grande partie de la population mondiale. La discrimination croisée peut avoir plusieurs motifs, c'est en quelque sorte un assemblage de distinctions, sociales, culturelles, de genre, etc., qui forment une seule discrimination. Par exemple, une femme noire et pauvre va être victime de discrimination croisée pour son sexe, sa couleur de peau et sa catégorie sociale. Pour illustrer cette discrimination croisée, nous avons choisi 2 femmes très intéressantes qui se sont battues contre les inégalités qu'elles ont subies. D'abord, nous allons vous parler de Sojourner Truth. Sojourner Truth était une femme née vers 1797 à Hurley, New York. Son nom de naissance était Isabella Baumfree. Cette femme noire s'est battue contre l'esclavage qu'elle subit jusqu'en 1827, date où elle change de nom et abandonne son identité d'esclave. Elle a aussi revendiqué le droit des femmes. En mai 1851, elle prononce son fameux discours « Ain't I a Woman » ou « Ne suis-je pas une femme » à Akron, en Ohio, dans The Ohio Women's Rights Convention. Nous allons vous lire quelques extraits de ce discours qui reflètent sa revendication. Je veux dire quelques mots à ce sujet. Je suis le droit des femmes. J'ai autant de muscles que n'importe quel homme et je peux faire autant de travail que n'importe quel homme. Je suis aussi forte que n'importe quel homme. Je ne peux pas lire, mais je peux entendre. J'ai entendu la Bible et j'ai appris qu'Ève avait fait pécher l'homme. Et si une femme bouleverse le monde, donnez-lui une chance de le remettre sur le bon pied. La dame a parlé de Jésus, comment il n'a jamais rejeté la femme de lui. Et elle avait raison. Quand Lazare mourut, Marie et Marthe vinrent à lui avec foi et amour, et le supplièrent de ressusciter leur frère. Et Jésus pleura, et Lazare sortit. Et comment Jésus est-il venu au monde ? Par Dieu qui l'a créé et la femme qui l'a porté. Homme, où était votre part ? Nous l'avons choisie car cette femme illustre bien les discriminations croisées. En effet, elle a subi de la ségrégation en tant que femme contre sa couleur de peau, ce qui a conduit à de l'esclavagisme. Elle en a aussi enduré à cause de son sexe. Nous allons maintenant vous parler de Aaron Rose Phillip. Elle est née en 2001 à Antigua dans les Caraïbes. C'est une mannequin, transgenre et tétraplégique. C'est la première femme handicapée et noire à signer avec une agence de mannequinat en 2018. À 14 ans, elle publia ses mémoires « This Kid Can Fly ». Elle a inspiré beaucoup de personnes en posant pour diverses marques, Ten Vogue, Dazed 100 et d'autres. Actuellement, elle continue sa vocation tout en donnant de la force à toutes les personnes qui endurent la discrimination croisée. Nous l'avons choisie car nous pensions qu'elle est une figure forte d'une mannequinat, un monde pourtant peu ouvert aux différences, mais aussi parce qu'elle a gagné en notoriété malgré ses problèmes. En conclusion, ces femmes ont permis de changer les mentalités. En effet, il y a des mouvements aidant ces personnes. Par exemple, Black Lives Matter, la Pride et surtout le mouvement universel du féminisme. Les mouvements antidiscriminatoires se rejoignent donc pour combattre cette discrimination croisée. Parole de jeunes. J'adore tes nouvelles cuissardes.
Merci, j'ai vu Kim Kardashian qui allait même sur sa dernière story et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite folie. T'en as pas marre de te conformer à la norme donnée par ces cyber-influenceuses? C'est vraiment le fléau du 21e siècle. Moi j'aime bien, ça lui fait un style femme fatale. Plutôt femme carnaval. Vous savez que les influenceuses ne sont pas nées avec Internet. Regardez par exemple, Séverine, elle date du 19e siècle et pourtant on pourrait la qualifier d'influenceuse de l'époque. En quoi est-ce que Séverine est une influenceuse de l'époque? Et si on l'interviewait, ça irait plus vite, non? Oui, pourquoi pas. Bonjour Caroline Dermy. Bonjour tout le monde, je suis très contente de participer à votre émission radio. Moi aussi je suis très content que tu sois là. Et est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors je m'appelle Caroline, je suis plus connue sous le pseudonyme de Séverine. Je suis née le 27 avril 1855 à Paris. Je suis une écrivaine, une journaliste libre et surtout une défenseuse des droits de la femme. Comment es-tu rentrée dans le milieu du journalisme? J'étais à Bruxelles en 1879 quand j'ai fait une rencontre décisive dans ma vie. Ma rencontre avec mon ami Jules Vallès. Il m'a tout appris du journalisme. Je l'ai aidé à mettre en forme le journal Le Cri du Peuple. Sa mort m'a bouleversé. Je pris sa suite en tant que directrice du journal en 1885. Un grand homme ce Jules. Je me remémore ses conseils à chaque article que j'écris. Vous avez été la première femme à diriger un grand quotidien. Mais pourquoi avez-vous quitté Le Cri du Peuple 3 ans après, c'est-à-dire en 1888? On m'a reproché mes sentiments et mes prises de position politiques. Tout cela m'a poussé à être une journaliste indépendante, puis à rejoindre un journal exclusivement constitué de femmes, à partir de 1897, dans le journal La Fronde. Comment fais-tu pour te démarquer dans ce milieu? Je pense tout d'abord qu'être une femme, c'est déjà se démarquer dans le journalisme au 19e siècle. Je pratique aussi un journalisme dit d'investigation. Je me rends sur les lieux et j'interroge les personnes concernées, que ce soit pour les grèves, les manifestations ou autres. Le milieu du journalisme est-il engagé? Absolument. Dans mes articles, j'ai écrit mes réflexions et mes positions politiques, comme quand j'ai pris la défense d'Alfred Dreyfus. Je me suis également battu pour le droit à l'IVG et les droits des femmes. Sans rapport avec le journalisme, avec 3 autres personnes, j'ai organisé une marche à Paris le 5 juillet 1914 pour revendiquer le droit de vote des femmes. Pouvez-vous nous donner une citation de votre part pour finir en beauté? C'est un peu prétentieux, mais bon. Je dirais, avec les pauvres, malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, malgré leurs crimes. Et aussi, pour ajouter, l'avortement est un malheur, une fatalité, pas un crime. Merci beaucoup Séverine pour ton précieux temps. Au plaisir. On avait dit une seule citation, non? Oui. Je me suis permise d'inviter Louise Michel, je me suis dit que ce serait intéressant de connaître son histoire aussi. Ah bah d'accord, prends tes aises, on ne dira rien. Je propose qu'on lui pose à peu près les mêmes questions, comme ça on aura des réponses nuancées. Oui, des réponses nuancées, pas juste par flemme de trouver d'autres questions. Bonjour Louise Michel, pourrais-tu te présenter? Bonjour, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Louise Michel, je suis née le 29 mai 1830 à Vancroux-de-la-Côte, une ville un peu perdue dans le Haute-Marne. Je suis une fille illégitime d'un châtelain. Je suis devenue enseignante, mais en 1853, j'ai refusé de prêter serment à l'empereur Napoléon III et c'était obligé pour enseigner. J'étais contrarié, donc j'ai ouvert ma propre école pour enseigner comme je l'entends. 3 ans après, je suis allé à Paris pour enseigner. J'ai fait des rencontres comme Jules Vallès, Eugène Varlin et participé dans de nombreux journaux comme parmi d'autres. Le Cri du Peuple, j'ai échangé quelques lettres avec le célèbre Victor Hugo. Je suis devenu secrétaire de la Société démocratique de moralisation en 1869. On aidait les femmes ouvrières à pouvoir être indépendantes. En 1871, une grande révolte populaire est organisée contre Adolphe Hitler et son gouvernement. Comment avez-vous participé à cette révolte? J'ai aidé au combat en uniforme que les hommes portaient. J'ai aussi écrit des articles pour faire de la propagande. Encore en 1871, les autorités prennent en otage ma mère. En la capturant, je suis obligé de me rendre. Un conseil de guerre est organisé. Pour mes actes, on me condamne à la prison, puis à la déportation le 16 décembre 1871. Après 20 mois au cachot, puis en Nouvelle-Calédonie, je redeviens enseignante et éduque les enfants des déportés, puis aux locaux. Les combats des Kanaks pour l'égalité et le respect des traditions est très important pour moi. Je les soutenais publiquement et les aidais à user de la parole pour défendre leurs droits contre l'oppression des colons. Par la suite, en 1880, j'ai été gracié par les républicains qui étaient au pouvoir et je suis retourné en France. J'ai publiquement pris position en tant qu'anarchiste et défenseuse des droits des travailleurs et des femmes.
Voilà mon histoire. Merci pour tout. Est-ce que tu aurais une citation à nous dire pour la fin? La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Bon, vous m'avez convaincu et je me suis renseigné sur d'autres femmes influenceuses de l'époque et je me suis dit que c'était pas mal d'interviewer Gisèle Halimi. Bonjour Gisèle Halimi. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Alors oui, bonjour, je m'appelle Gisèle Halimi, je suis née le 27 juillet 1927 à la Goulette en Tunisie. Je suis une avocate engagée pour la lutte à la liberté de disposer de son corps pour les femmes et pour les mouvements anticolonialistes. En 1960, j'ai défendu Jamila Boupacha, une militante du Front de Libération Nation en Algérie. Elle a été accusée d'avoir déposé une bombe à Alger en 1959. Pendant sa détention, elle a été torturée et violée par des parachutistes français. Et par la suite, elle finira par être amnistiée. En 1971, j'ai signé dans l'ouvrage 343 de Simone de Beauvoir. J'ai également participé au procès de Bobigny en 1972. J'ai pris part à la défense d'une jeune fille de 17 ans qui a été accusée d'avoir illégalement avorté suite à un viol qu'elle a subi. Les avocats sont-ils tous engagés? Non. À l'époque, on se devait de rester neutre, mais moi je ne pouvais pas. Et donc je défendais les autres comme je me défendrais moi-même. Et vous êtes devenu député en 1881, n'est-ce pas? Oui, j'ai lutté en tant que député pour la dépénalisation de l'homosexualité et à l'interdiction de la peine de mort. Merci beaucoup. Une citation pour finir? Je dirais se battre est un devoir, tendre la main aux autres femmes est une responsabilité, convaincre les hommes de la justesse de la cause est une nécessité. Merci beaucoup pour cette citation. Merci à vous de m'avoir invité dans cette interview. Nous sommes reconnaissants envers ces trois femmes pour leurs histoires, leur vécu, les empreintes qu'elles ont laissées. Nous allons maintenant interroger Brandy Ellis, une influenceuse de notre époque qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, je m'appelle Brandy, j'ai 25 ans, je vis en région parisienne et je suis mannequin. Comment es-tu rentrée dans ce milieu? Alors je suis tombée totalement par hasard dans ce milieu, car j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Un photographe dans un McDo a dit à mes parents que j'avais le profil et qu'il fallait tenter. Et donc tout a commencé par ça. J'ai eu mon premier défilé à l'âge de 7 ans et j'ai eu une grande pause entre mes 17 et mes 21 ans. Et maintenant ça fait 4 ans que j'en vis pleinement. Est-ce que c'est un métier facile au quotidien en tant que femme? Alors je pense que mon avis serait un peu biaisé puisque je vis actuellement de ma passion, donc tout est beau. Mais il y a des avantages comme des inconvénients, comme dans tous les métiers en réalité. Comment fais-tu pour te démarquer dans ce milieu? Je reste moi-même, c'est la clé. Je me suis, entre guillemets, interdite de devenir comme les autres filles ou de perdre du poids pour avoir plus de contrats. L'industrie de la mode est-elle engagée? Oui, et en plus, si je ne me trompe pas, début 2024, il y a une charte qui est sortie où ils adoptent un comportement plus responsable suite à l'action climatique. Est-ce que tu t'es déjà sentie défavorisée juste parce que tu es une femme? Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter pour accompagner ta réponse? Alors défavorisée juste en étant femme, non, puisque c'est un métier principalement composé de femmes, mais plus par rapport à mon ethnie et mes formes. Un jour, lors d'un casting pour un show de la Fashion Week, j'ai fait 1h30 de queue, j'arrive face au directeur de casting, et avant même de regarder mon book, il me demande de faire un tour sur moi-même, et me dit « Tu es trop grosse, tes brettes sont trop longues, puis tu n'es pas assez noire ». Voilà, comme ça. Et donc, ce que j'ai décidé de faire dans ce genre de situation, c'est d'en rigoler. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme créatrice de contenu, on attend de toi que tu aies une image lisse? Et est-ce que tu as déjà reçu des critiques par rapport à ça? Alors, je pense qu'avant, oui, il fallait être lisse, mais actuellement, non. C'est comme si plus on dérange, plus les personnes vont te suivre. J'ai fait un sondage dans ma story pour comprendre justement pourquoi on me suivait. Et ce qui est ressorti le plus est « Tu es différente des autres mannequins, tu es comme nous, une fille de banlieue, tu dis non sur le fait de maigrir et tu nous montres les vraies choses du mannequinat, tu ne caches rien. » Je n'ai pas eu de critiques ou si j'en ai eu, je m'en souviens plus, je ne m'attarde pas sur les bêtises humaines. Merci Brandy. Vous pouvez suivre Brandy sur Instagram, c'est @brandy.elc. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Parole de jeunes. Au XIXe siècle, en Angleterre, des groupes de pensée principalement féminins commencent à se former et à prendre de l'importance auprès des femmes riches. On les appelle les bas bleus. Ces femmes étaient en tout point semblables aux hommes dans leur groupe de pensée. Pourtant, l'expression bas bleu, qui n'était à la base pas du tout péjorative, est devenue seulement parce que c'était des femmes.
Avant les Bas Bleus, il y avait déjà des femmes écrivaines ou journalistes, comme George Sand et Séverine, les deux plus connus. George Sand est considéré comme l'un des auteurs les plus importants du XIXe siècle. Pourtant, c'était une femme, prénommée Amantine Aurore Lucique Dupin de Franqueuil. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé une autrice aussi talentueuse à se cacher derrière le pseudonyme masculin George Sand ? Elle est née le 1er juillet 1804 à Paris et morte le 8 juin 1876 dans sa maison d'enfance à Nohant. Le début de sa vie est marqué par plusieurs tragédies. Son petit frère meurt à l'âge d'1 an alors qu'elle en a à peine 4 et son père le rejoint une semaine plus tard suite à une chute de cheval tragique. Elle est élevée par sa grand-mère mais reste très proche de sa mère qui retourne vivre à Paris. Elle grandit à Nohant avec son demi-frère Hippolyte. En 1822, elle se marie avec Casimir Dudevant avec qui elle aura 2 enfants, Maurice et Solange, tous 2 écrivains par la suite. Quelques années plus tard, Aurore Dupin se détache de l'autorité de son mari et commence à vivre comme elle vivra jusqu'à la fin de sa vie, libre, indépendante et provocatrice. Après cela, elle part s'installer à Paris avec sa fille et recommence sa vie. Elle rencontre Jules Sandeau, avec qui elle écrit plusieurs livres sous le nom J. Sand. En 1832, elle écrit le livre Indiana et souhaite le faire publier sous le même pseudonyme. Mais Jules refuse de signer un livre qu'il n'a pas écrit et Aurore décide de prendre le pseudonyme George Sand afin d'éviter la discrimination faite aux autrices de l'époque et publie son livre. C'est à cette époque qu'elle commence à s'habiller en homme et provoque quelques scandales. Ses livres les plus connus sont Indiana, Lélia, Les Maîtres Sonneurs et Histoire de ma vie. Elle est contre la guerre et très marquée par la guerre franco-prussienne de 1870. On peut le voir notamment avec cet extrait de la bande dessinée George Sand, Fille du siècle, écrite par Séverine Vidal et Kim Consigny, publiée aux éditions Delcourt 2021. Je hais le sang répandu, je ne veux plus de cette thèse. Faisons le mal pour amener le bien, tuons pour créer. Non, non, ma vieillesse proteste contre la tolérance où ma jeunesse a flotté. Maudissez tous ceux qui creusent des charniers, la vie n'en sort pas. C'est une erreur historique dont il faut nous dégager. Le mal engendre le mal. Apprenons à être révolutionnaires obstinés et patients, jamais terroristes. Elle est également connue et critiquée pour sa vie amoureuse très mouvementée et notamment ses échanges épistolaires très explicites avec Alfred Musset. Elle meurt à Nohant en 1876 entourée de son fils et toute sa famille. En résumé, George Sand est une autrice qui a su faire entendre ses convictions et choquer la société de l'époque, tout en devenant par la même occasion une des féministes les plus importantes de l'histoire. Parole de jeunes. Séverine et la Fronde. Séverine, de son vrai nom Caroline Rémy, est née le 27 avril 1855 à Paris. C'est une écrivaine et journaliste française, première femme à diriger un quotidien, Le Cri du Peuple, de 1885 à 1888. Après un mariage forcé qu'elle quitte rapidement, malgré la naissance d'un fils, elle se remarie à Adrien Guébard et a un second fils, Roland. Suite à cette naissance, elle se met au journalisme. En 1879, elle rencontre Jules Vallès, qui lui apporte la connaissance du journalisme et le soutien dont elle a besoin. Par la suite, ils vont diriger Le Cri du Peuple ensemble et elle signera ses articles avec le nom Séverin avant de féminiser son pseudonyme en Séverine. Elle doit quitter Le Cri du Peuple pour cause de divers différends avec plusieurs autres journalismes. À partir de 1897, elle publie dans La Fronde, qu'elle a cofondée en quelque sorte. Par la suite, elle publie des livres pour enfants comme Sac à tout, Mémoire d'un petit chien, ainsi qu'une pièce de théâtre à Sainte-Hélène. Elle défend les femmes ayant avorté et elle lutte pour le droit de vote des femmes. Elle est également pacifiste pendant la Première Guerre mondiale et elle se positionne pour la Révolution russe de 1917. Elle meurt 12 ans plus tard à Pierrefonds. La Fronde. La Fronde, grand journal quotidien, dirigé, administré, rédigé, composé exclusivement par des femmes. Les femmes forment en France la majorité de la population. Des millions de femmes, célibataires ou veuves, y vivent sans le soutien légal de l'homme. Les femmes payent les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l'humanité dont elles sont membres. Elle est co-fidèle de leur approbation, de leur critique et de leur juste revendication. Extrait du journal La Fronde, le 26 décembre 1897. La Fronde est un journal fondé par Marguerite Durand en 1897. Avec l'aide de Séverine, le journal tend à se faire connaître. Sa publication s'arrête en 1930. Parole de jeunes.
La liberté d'expression est le droit de penser par soi-même et d'exprimer sa réflexion. À l'époque où ce droit n'était pas existant, surtout pour les femmes. Maintenant, il est reconnu, mais réduit pour les femmes sur Internet. Pourtant, sur près de 5 milliards d'utilisateurs, 49,3% sont des femmes. Il y a des lois interdisant la menace de la liberté d'expression, mais en réalité, les femmes sont souvent limitées par rapport à ce droit. Selon le code pénal, le harcèlement se définit par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Les peines encourues sont 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, si le harcèlement a entraîné une incapacité totale au travail nulle, inférieure ou égale à 8 jours. Les peines sont doublées dans certains cas, parmi lesquels si l'incapacité totale de travail est supérieure à 8 jours, si la victime du harcèlement est mineure ou soumise à une vulnérabilité spécifique, ou encore si le harcèlement est commis par le biais d'Internet. On parle dans ce cas de cyberharcèlement. Sur les réseaux sociaux, une autre forme de harcèlement est souvent commise à l'encontre des femmes, le harcèlement sexuel. Le code pénal le définit comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si la victime est mineure, les peines encourues sont de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le harcèlement sexuel touche principalement les femmes et l'anonymité sur Internet peut pousser les utilisateurs à avoir des comportements ou des propos déplacés à leur encontre, jusqu'à menacer leur liberté d'expression et leur intégrité mentale et physique. La mise en place de ces lois vise à réduire les discriminations et protéger les utilisateurs des réseaux sociaux en créant un environnement sain pour chacun et chacune. Le harcèlement a un impact psychologique important sur ses victimes. Il peut entraîner un stress post-traumatique, des envies suicidaires, augmente le risque de dépression et de maladies cardiovasculaires. Il porte atteinte à la santé des victimes en général. Il peut également les pousser à s'isoler, à restreindre leur capacité à s'exprimer en public et donc avoir une influence sur leur liberté d'expression. La peur que le harcèlement recommence peut faire que les femmes se retiennent d'exposer leurs idées et de s'impliquer dans des questions importantes. Le harcèlement est donc une double violence pour les femmes, non seulement en les traumatisant et en impactant sérieusement leur santé mentale et physique, mais aussi en les empêchant de parler librement sur les réseaux sociaux. Parole de jeunes. Bonjour, nous sommes des élèves de seconde du lycée des Glières. Nous allons vous parler du sujet les libertés de la femme. Plus précisément, de 3 libertés qui seront les suivantes. À l'éducation, de choix et de disposer de son corps. La liberté est une chose différente des droits. La liberté est la possibilité de faire ce que l'on veut sans enfreindre la liberté d'autrui. Les droits sont un ensemble de lois mettant en ordre les sociétés. Les libertés dépendent de lois, du gouvernement ou de traditions, tandis que les droits se garantissent eux-mêmes. Dans notre recherche pour une vie juste et épanouie, nous avons 3 libertés importantes. La liberté d'éducation, de choix et la liberté du corps. Chaque liberté est essentielle pour notre développement personnel et pour la cohésion et la prospérité de notre société. La liberté d'éducation est la base de toute société développée. Avec l'éducation, les gens peuvent apprendre et participer de manière différente au monde. Elle aide les gens à se développer, apprend à réfléchir et à devenir un citoyen modèle. Sans cette liberté, les gens sont ignorants et naïfs. Et puis les inégalités augmentent sur les opportunités dans la vie. L'accès à une éducation devrait être un essentiel de chaque société. Les obstacles de l'éducation, qu'ils soient financiers, géographiques ou culturels, doivent être combattus. Il est important que chaque enfant possède la chance de s'éduquer et donc d'avoir un avenir consolidé et que les inégalités n'augmentent pas. Dans l'Afrique subsaharienne, l'éducation est peu suscitée chez les enfants dans les pays en conflit subsahariens qui sont emmenés de force à combattre auprès de l'armée. Cela nuit à leur développement personnel et à leur futur, augmentant ainsi le taux d'inégalité de l'éducation dans le monde. Il y a aussi 2% des pays qui contraignent l'accès à l'éducation à leurs citoyennes, qu'elles soient de jeunes filles, des femmes mariées, enceintes ou encore jeunes mères. 62% des pays n'ont implanté de lois qui garantissent l'accès à l'éducation à ces femmes-là, d'après UNESCO. Deuxième partie, la liberté de choix. Les choix sont les premières démonstrations de notre autonomie en tant qu'être humain. Elles démontrent comme nous pouvons prendre des décisions seuls dans notre vie de tous les jours. Cette liberté permet à chacun de trouver ses passions dans tous les aspects de la vie possible. Cette liberté est souvent entravée par la société, des attentes familiales ou des contraintes économiques. Il faut promouvoir un environnement où les individus peuvent découvrir leurs options sans avoir la crainte du jugement ou autre. Cela vous permet de changer de métier, de se réinventer et de suivre ses passions. En Asie, un gros taux de 58% de jeunes filles sont mariées de force avant leurs 18 ans et 22% avant leurs 15 ans, la source est de Figaro.
Ce phénomène ne s'arrête pas aux frontières de l'Asie, mais même dans le pays de la liberté, les États-Unis, 248 000 enfants ont été victimes du même sort. De nombreux autres pays, eux, n'ont pas imposé d'âge minimum pour le mariage. La liberté du corps est liée à la dignité, être libre de disposer de son corps sans subir de contraintes, comme par exemple le droit d'accéder à la santé, l'intégrité totale de son corps et le droit de faire des choix concernant soi-même. Dans de nombreux endroits, cette liberté est encore bafouée. Il y a les violences sexuelles, les mutilations génitales, les discriminations genrées ou encore les mariages forcés. Une société libre et égalitaire doit protéger les droits que l'on a sur notre corps pour chaque individu, assurant ainsi qu'aucun n'ait à subir des violations de son physique ou des choix personnels le concernant. L'avortement est un choix auquel toutes les femmes devraient avoir accès et qui ne devrait jamais être restreint. 40% des femmes en âge de procréer vivaient dans des pays dans lesquels le droit à l'avortement est restreint ou interdit. Aux Philippines, en Irak, au Sénégal ou en Égypte, le droit d'avorter est complètement illégal, mais il y a également d'autres pays où l'avortement est accessible mais très restreint et surveillé puis toléré sous certaines conditions, notamment lorsque la vie de la mère est en danger. Tout cela est selon l'organisation Center for Reproductive Rights. En conclusion, ces libertés-là sont des libertés qu'une société requiert pour que ses habitants puissent s'épanouir. Ils peuvent être renforcés en fonction de leur niveau d'influence sur la société. Une éducation libre permet de choisir facilement, mais il est important de savoir ce qu'on fait pour faire des choix. Il est important de protéger et promouvoir ces libertés pour que tout le monde entier soit une société harmonique et ordonnée. Ensemble, veillons à ce que ces libertés soient reconnues et exercées globalement. Parole de jeunes. Le féminisme est un mouvement social et politique visant à établir l'égalité des sexes et à lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes. Il ne cherche pas à établir la supériorité des femmes sur les hommes, mais à garantir des droits et des opportunités égaux pour tous, indépendamment du sexe. Pour atteindre cet objectif, le soutien des alliés est crucial. Les hommes jouent un rôle important en tant qu'alliés du féminisme. Des initiatives comme le mouvement E4She, lancé par l'ONU Femmes et popularisé par Emma Watson, encourageant les hommes à s'engager activement pour l'égalité des sexes, en soutenant des politiques égalitaires, en partageant les responsabilités domestiques et en dénonçant les comportements sexistes. Les hommes peuvent contribuer à changer les mentalités et les structures sociales. De nombreuses organisations et collectifs ouvrent pour la cause féministe. Par exemple, en France, Nous Toutes luttent contre les violences sexistes et sexuelles, tandis que des associations comme Oser le féminisme militent pour les égalités des droits. Ces groupes organisent des campagnes de sensibilisation, des manifestations et fournissent des ressources et du soutien aux victimes de discrimination et de violences. Les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la diffusion des idées féministes et la sensibilisation du public. Des campagnes virales comme MeToo ont permis de mettre en lumière l'ampleur des violences sexuelles et de créer une prise de conscience mondiale. Les plateformes en ligne permettent également de mobiliser rapidement et efficacement un grand nombre de personnes autour de causes féministes. Les enseignants et les éducateurs sont des alliés essentiels dans la lutte pour l'égalité des sexes. En intégrant des notions de respect, d'égalité, ils peuvent aider à former des générations plus conscientes et respectueuses des droits des femmes. Les parents ont aussi un rôle à jouer en élevant leurs enfants dans un environnement non sexiste. Aujourd'hui, le féminisme continue de lutter contre diverses formes de discrimination et de violence. Les inégalités salariales entre hommes et femmes restent un problème majeur, avec les femmes gagnant en moyenne 15 à 20% de moins que les hommes à travail égal. Les violences conjugales et les violences sexuelles sont également des enjeux critiques, avec des campagnes de sensibilisation comme #MeToo qui ont révélé l'ampleur de ces violences. Le féminisme moderne adopte une approche plus inclusive et intersectionnelle, reconnaissant que les femmes peuvent faire face à des discriminations multiples en fonction de leur race, de leur orientation sexuelle, de leur classe sociale, etc. L'intersectionnalité, un concept introduit par Kimberlé Crenshaw, permet de comprendre comment ces différentes formes de discrimination se croisent et s'intensifient mutuellement. De nombreux mouvements et initiatives continuent de porter la cause féministe. Des collectifs comme Nous Toutes en France luttent contre les violences sexistes et sexuelles, tandis que des mouvements comme E4She encouragent les hommes à s'engager pour l'égalité des sexes. Le féminisme numérique à travers les réseaux sociaux permet également de sensibiliser et de mobiliser plus largement sur les questions d'égalité. Le féminisme du futur devra continuer à s'adapter et à évoluer pour répondre aux nouveaux défis. L'égalité des sexes dans les domaines politiques, économiques et sociaux reste un objectif à atteindre. La lutte contre le harcèlement en ligne, la protection des droits des travailleuses précaires et la promotion d'une éducation non sexiste sont autant de chantiers à poursuivre. Le féminisme, en tant que mouvement pour l'égalité des sexes, a parcouru un long chemin depuis ses débuts.
des premières luttes pour le droit de vote au combat actuel contre les violences sexistes. Il a transformé ou continue de transformer nos sociétés. Il est essentiel de comprendre et de soutenir cette lutte pour bâtir un avenir où chacun, indépendamment de son genre, puisse vivre librement et équitablement. Les alliés jouent un rôle crucial dans ce combat et leur soutien est indispensable pour atteindre une véritable égalité. Les Jones, quoi.